dire qu'on est bien arrivé. On ne le fait d'ailleurs qu'après la présentation des lettres de créance, qui peut prendre du temps. Il y a la cérémonie des fêtes nationales et puis les innombrables cocktails et dîners que nous avons ensemble. C'est parfois un peu pesant, mais ça tient au fait que c'est un groupe extérieur qui a besoin un petit peu de se serrer les coudes et d'échanger des informations. Ça, c'est un peu le formel. L'essentiel, évidemment, c'est d'essayer de convaincre, qui est la base, comme j'ai déjà dit, du travail diplomatique, avec un certain nombre d'actions. D'abord, il faut expliquer au gouvernement auprès duquel on est accrédité, mais aussi à l'opinion publique, souvent, quelles sont les situations. Par exemple, quand il y a une crise en Côte d'Ivoire, eh bien, on va voir différents interlocuteurs. En l'occurrence, c'était souvent le chef de l'État lui-même, qui d'ailleurs me demandait de venir, pour leur dire qu'est-ce qui se passe. Est-ce que réellement vous allez attaquer le palais du président ivoirien? Est-ce que c'est vraiment dans vos intentions? Il me disait un peu ce qu'il en pensait. Et j'étais évidemment chargé de répercuter cette information très rapidement sur Paris, parce qu'on attachait beaucoup d'importance à avoir le soutien du Nigeria dans cette affaire. Il faut aussi chercher des appuis. Alors c'est extrêmement varié. C'est chercher des appuis, par exemple, pour faire élire telle ou telle personne dans une organisation internationale. Par exemple, quand M. Strauss-Kahn a été candidat au Fonds monétaire international, tous les ambassadeurs ont pris leur canne et leur chapeau et sont allés expliquer que c'était le meilleur des hommes possibles pour occuper cette fonction et que nous souhaitions obtenir l'appui du gouvernement auquel nous adressons. Ce qui était d'ailleurs le cas pour le Nigeria. Et il y a aussi une action qui est plus difficile, c'est l'action de représentation, dans le sens où on fait des représentations, c'est-à-dire qu'on dit qu'on n'est pas content en général. Et c'est pas la partie la plus facile du métier. J'ai eu à le faire plusieurs fois auprès du président Izetbegovic quand j'étais en Bosnie-Herzégovine, parce que la Bosnie, elle aussi, n'appliquait pas forcément le traité de Dayton signé à Paris, en fait, correctement. Donc il fallait aller le faire. Alors nous faisions en général en groupe, parce qu'il y avait un haut représentant de la communauté internationale, mais un certain nombre de pays faisaient partie de ce qu'on appelle le groupe de contact. Et nous étions 5 pays, et les ambassadeurs allaient donc en groupe, mais parfois aussi individuellement, dire que tout ça n'allait pas bien et qu'il fallait faire un effort. J'ai eu aussi un cas très, très, très précis en Haïti, après les élections complètement truquées. J'ai été obligé d'aller dire au président Aristide, qui était à ce moment-là pas encore tout à fait président, était sur le point de l'être, que ça ne nous allait pas du tout, que nous ne pourrions pas le soutenir et que même nous ferions tous nos efforts pour que de nouvelles élections aient lieu et qu'elles aient lieu dans des conditions plus satisfaisantes. Il n'a pas voulu comprendre le message, ce qui a amené à son départ le 29 février 2004, parce que vraiment c'était très difficile. C'est pas facile à faire une représentation de ce genre, parce que on a quand même en face de soit quelqu'un qui a une histoire. Le président Aristide n'était pas n'importe qui. Et il représente quand même une grande partie de l'opinion. Et d'ailleurs, il m'a interrompu au bout d'un moment. J'avais fait en fait cette démarche avec mon collègue allemand et mon collègue espagnol, parce que c'était une démarche européenne. Il m'a interrompu au bout d'un moment en me disant, mais enfin, monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous vous rendez compte à qui vous parlez? Alors évidemment, dans ces cas-là, la tension monte un petit peu, mais les messages étaient quand même passés. Alors il y a aussi dans l'autre fonction, c'est d'obtenir tout bêtement des avantages. C'est parfois essayer de favoriser la conclusion d'un contrat, obtenir des concessions sur tel et tel sujet. En général, les pétroliers ne me demandaient pas trop d'intervenir parce qu'ils avaient pratiquement accès au chef de l'État au moins aussi facilement que moi, donc ils faisaient leurs démarches tout seuls, ce qui d'ailleurs me soulageait d'autant. Mais souvent les entreprises plus petites vous demandent aussi d'intervenir soit pour obtenir un contrat, soit pour être payé, ce qui est encore plus difficile, parce que le dernier pays où j'étais en particulier, ils avaient de l'argent, mais ils n'aimaient pas du tout payer. Et donc c'était un problème assez délicat. Il y a aussi, évidemment, dans la fonction d'ambassadeur, la relation avec la communauté française. Il faut dire que les ambassadeurs ont de plus en plus tendance également à avoir des fonctions consulaires, donc ils sont aussi l'animateur et le représentant de cette communauté française, enfin l'interlocuteur de cette communauté française. Ça se passe plus ou moins bien. Le dernier pays où j'étais, ça se passait très très bien parce qu'il n'y avait pas une mentalité petit blanc. Quand vous vous trouvez dans d'autres pays, il y a parfois une mentalité petit blanc qui est très désagréable et qui rend les relations un petit peu difficiles.
mais de toute façon, il faut les avoir. Il y a aussi toute la relation avec l'activité culturelle, l'activité des religieux aussi. J'ai souvent eu affaire à des religieux français ou non français d'ailleurs, avec lesquels nous travaillons, le monde économique, le monde des ONG, et j'en passe. Alors, il y a le cas particulier de la relation avec la presse. J'en dis un mot, c'est important, puisque c'est quand même le reflet de l'opinion publique. Alors, nous avons des règles assez précises en ce domaine. Nous sommes autorisés et même encouragés à parler à la presse locale, donc du pays où nous nous trouvons. Donc, il faut aller voir les rédacteurs en chef, il faut répondre aux sollicitations des reporters sur tel et tel sujet. Il faut le faire en des termes modérés. Là aussi, il faut trouver le langage, parce que vous êtes en direct, hein, souvent, à la télévision ou à la radio. Et en général, les journalistes n'aiment pas qu'on relise leurs papiers et qu'on les corrige. Donc, il faut faire attention à ce qu'on dit. Et puis, alors, la relation avec la presse française. Alors, en principe, l'ambassadeur ne parle pas à la presse française. C'est le monopole du service de presse du Quai d'Orsay de s'adresser à la presse. C'est une règle un petit peu difficile à appliquer dans certains cas. D'abord, nous avons des représentants de la presse locale, la presse française localement. Souvent, on a au moins l'AFP, RFI ou quelques grands quotidiens. C'est difficile de les ignorer. En général, la confiance s'établit. On leur parle, comme on dit, en off, donc ils leur donnent des éléments d'information. Aussi les journalistes qui sont de passage, ils souhaitent quand même voir l'ambassadeur pour avoir un peu son opinion. Je dirais que dans la grande majorité des cas, les journalistes respectent la règle du jeu et qu'on a une relation de confiance. J'ai eu des très mauvaises surprises. En Bosnie, j'ai vu un jour le représentant du Monde qui avait qui avait vécu toute la guerre, qui avait épousé une Bosniaque et qui avait pris fait et cause pour évidemment le camp bosniaque, ce qui était tout à fait compréhensible, mais qui en même temps voyait très mal finalement que vivait mal dans le fond cette situation de paix qui était en train de s'instaurer et il voulait surtout qu'on punisse tous les coupables. Alors évidemment, il était question de punir les coupables. Il y avait un tribunal pénal international qui avait été créé à cet effet, mais il voyait mal, par exemple, qu'on aille parler aux Serbes. Or, il y avait une forte population serbe en Bosnie, et le président de la République m'avait donné comme instruction de renouer avec cette population serbe après la guerre. Donc, il voyait ça très mal, et j'ai eu droit un jour à un article champagne à l'ambassade pour les criminels. Alors, je me suis demandé, c'était en première page du Monde, c'était assez désagréable, et j'ai été cité nominalement. En fait, qu'est-ce qui s'était passé? Il y avait l'arrivée de la brigade franco-allemande donc c'était sa première sortie extérieure qui venait au Nigeria, et à cette occasion, j'avais organisé dans ma très modeste résidence un cocktail où j'avais convié les chefs d'état-major des trois armées, en fait, parce qu'il y avait trois armées. Il y avait, en Bosnie à l'époque, il y avait l'armée de la Bosnie, le côté musulman, si vous voulez, pour simplifier, le côté serbe et le côté croate. Et les trois chefs de ces armées avaient accepté de venir chez moi. Et il se trouve que le chef de l'armée serbe est venu avec un officier qui était en civil en plus, et qui était celui, vous savez, qui avait forcé les Français à sortir avec le drapeau blanc. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette affaire-là, dans une prise d'otage en Bosnie. C'est vrai que j'ignorais totalement qu'il était là, je ne l'avais pas repéré, et mon attaché de défense encore moins, malheureusement. Et donc cet article est arrivé. Donc pour vous dire un peu quel type, quelquefois, de relation qu'on peut avoir, la difficulté, quelquefois, mais pas souvent, de la relation avec la presse. Alors ensuite, il y a la relation épistolaire avec Paris. Alors évidemment, je vous disais, il faut informer. Donc le but, c'est quand même qu'il y ait de l'information qui sorte et qui aille vers Paris. Il faut savoir que le Quai d'Orsay est une assez petite maison, en fait, et qu'elle reçoit des centaines de télégrammes tous les jours. Je crois qu'on en fait près de 100 000 dans l'année. Donc c'est important ou moins important. Mais en fait, la maison, le Quai d'Orsay, est débordée tous les jours par l'afflux de télégrammes. Donc, d'où l'importance de la rédaction et du choix des mots. Il faut d'abord être très précis, il faut être très concis, et également le télégramme a pour but d'aller vers l'action. On fait pas des télégrammes pour le plaisir, et ça se termine
toujours par un commentaire visant à l'action. Et il y a au Quai d'Orsay les ambassadeurs qui sont lus et les ambassadeurs qui ne sont pas lus. Alors, le grand compliment qu'on vous fait, quand vous passez dans les couloirs, « Ah, monsieur l'ambassadeur, il faut que vous le sachiez, vous êtes lu ». Alors ça, c'est la flatterie suprême. C'est vrai ou c'est pas vrai, là aussi, d'ailleurs. Mais enfin, cela vous dit aussi l'importance de cette transmission de l'information, dans sa brièveté, sa précision. Et donc, le diplomate doit être quelqu'un qui fait très attention au choix des mots. On n'écrit pas n'importe quoi, on n'écrit pas... c'est un autre type de rédaction que la presse, par exemple, qui aime bien l'anecdote. Nous devons, en dépit de notre goût pour la parole, aussi faire attention à cela. Voilà donc un peu les différents aspects. Alors je crois que je vais terminer sur ce point-là pour dire que, vu de l'observateur extérieur, c'est précisément l'importance du langage et de sa variété qui fait la fonction diplomatique. M. Douste-Blazy, lors de la dernière conférence des ambassadeurs qu'il a présidée, avait fait venir un observateur sans nous le dire, qui nous a écoutés, qui a regardé ce que nous faisions, et il a dit « Vous êtes des orfèvres de la parole ». Et vous avez toujours cette recherche du mot et le souci constant de votre langage. Voilà, j'en viens rapidement maintenant à la négociation, qui est le deuxième point. La négociation, d'abord, vous le savez aussi bien que moi, parce que vous êtes des négociateurs tous, est l'un des actes les plus courants de la relation humaine, l'enfant avec ses parents, l'élève avec le professeur, le client avec le fournisseur. La négociation diplomatique a beaucoup d'aspects. Il y a la négociation bilatérale, qui est la plus traditionnelle, la multilatérale, qui normalement traite des grands sujets, par exemple le droit de la mer, le droit sur le climat, toutes ces choses qui sont très importantes. Et vous avez aussi ce que j'appelle la négociation permanente dans certaines organisations. À l'ONU, nos collègues sont en permanence en train de négocier quelque chose, une résolution sur tel et tel sujet, sur le Darfour, la Côte d'Ivoire, le Rwanda ou les événements au Moyen-Orient. L'UNESCO, qui est une enceinte, vous savez, c'est l'Organisation des Nations Unies pour la culture, là aussi, culture et diplomatie, ça fait beaucoup de bavardage, mais c'est un lieu important, les négociations commerciales à l'OMC et les négociations aussi sans fin à l'Union européenne, à Bruxelles ou à